Depuis toujours, les hommes ont demandé à la machine de les aider dans l'accomplissement de leurs tâches journalières. La mécanique, cette science aux intarissables possibilités, leur a permis, à force de recherche et d'invention, d'améliorer progressivement leurs conditions de vie, d'économiser leurs forces et d'accroître le rendement de leur travail. Si, petit à petit, au cours des siècles, découvertes et inventions virent le jour, le chemin de fer, enfant du siècle dernier, ne devait pas faire exception à la règle du progrès. Témoin ces inspections de voies que 100 ans séparent. Au chemin de fer, si les travaux d'entretien courant de la voie imposent des limites assez étroites à la mécanisation, il n'en est pas de même des travaux de renouvellement qui, autrefois entièrement exécutés à la main, sont aujourd'hui pour la plupart mécanisés. La mécanisation des chantiers de voies a apporté de gros avantages dans la rapidité d'exécution du travail, car le procédé classique d'épuration et de renouvellement à la main comportait de graves inconvénients. Faible rendement, risque couru sur voie exploitée, tant au point de vue sécurité que qualité du travail, et aussi ralentissement de longue durée, gros consommateur de charbon. Les travaux d'épuration du ballast sont absolument nécessaires pour assurer l'évacuation des eaux de pluie hors de la plateforme, car l'humidité est toujours nuisible à la conservation et à la bonne tenue de la voie. En effet, le ballast peu à peu est pollué, colmaté, par l'agglomération des scories provenant des foyers de machines, les poussières atmosphériques ou pulvérulentes issues de wagons imparfaitement étanches, ou encore provenant du frottement réciproque des pierres. La germination des graines et le développement de la végétation, les déchets d'usure du matériel et les remontées d'argile de la plateforme contribuent aussi à colmater le ballast. Il faut donc périodiquement l'épurer. L'épuration du ballast sur voie non exploitée s'opère ici au moyen de la dégarnisseuse drouard. Une chaîne sans fin munie de raclettes passe sous les traverses de la voie qui est légèrement soulevée et calée. La chaîne travaillant dans un plan incliné transversal à la voie et guidée dans un couloir enlève le ballast, le dirige et l'élève jusqu'au tamis vibrant où il est nettoyé et séparé des détritus. Le ballast récupéré retombe dans la voie et les déchets reçus par un tapis transporteur orientable sont rejetés sur l'accotement. La dégarnisseuse Schützer Dehé est un véhicule automoteur assurant lui-même sa translation et le fonctionnement de son mécanisme. Son gabarit n'offre aucune gêne aux circulations sur la voie contiguë. Cette machine n'exige pas le soulèvement de la voie au passage de la chaîne haveuse qui constitue l'élément principal de la piocheuse. Cette chaîne sans fin qui tourne dans un châssis ovale porte alternativement des pelles et des pioches. Sa position par rapport au véhicule est réglable pour obtenir la profondeur de dégarnissage et la pente de la plateforme voulue. Ameublie par les pioches de la chaîne,
Le ballast est entraîné par les pelles jusque sur un plateau rotatif horizontal. Les matériaux, repris par une pelle articulée, sont chargés dans les godets d'une élévatrice, puis déversés sur les cribles qui vont séparer les détritus des éléments sains du ballast. Débarrassés des saletés qui les polluaient, les pierres retombent dans la voie et le gravillon est rejeté sur le bas-côté. Quant aux détritus, ils sont déversés au moyen d'un tapis roulant monté sur flèche dans une trémie installée sur wagon. Un dumper, petit véhicule automobile muni d'une benne basculante, reçoit de la trémie une charge qu'il va aller déposer sur les wagons spécialement aménagés pour sa circulation. Ce moyen assure l'évacuation systématique des détritus et évite surtout en tranchée l'encombrement du bas-côté. Le rendement de cette installation mobile permet en moyenne l'épuration de 360 mètres de ballast par journée de travail normale. Cette imposante formation, véritable usine roulante, est le train dégarnisseur Seco. Il permet d'exécuter de façon continue l'épuration du ballast en assurant simultanément le dégarnissage, le criblage, la remise en place sous la voie du ballast épuré et enfin l'évacuation des détritus. La chaîne à godets de l'excavateur qui se meut dans un plan transversal travaille sous la voie soulevée au passage du guide chaîne par les deux glissières en forme de ski renversé. La profondeur du dégarnissage peut varier de 5 à 30 cm sous les traverses, le châssis de l'excavateur se déplaçant verticalement. Les godets déversent leur contenu sur un tapis transporteur qui achemine le ballast vers les cribles. Il est à remarquer en passant que cette machine permet, après criblage, la récupération totale ou partielle, selon les besoins, du ballast dont une partie ramenée en cordon sur le côté de la voie pourra faire l'objet d'une reprise ultérieure. Repris à la sortie des cribles, toujours par un tapis roulant qui le ramène légèrement en arrière de l'excavateur, le reste du ballast récupéré, exempt de gravillons et de déchets, reprend sa place sous les traverses. Déposé en cordon au milieu de la voie, il est réparti et nivelé au moyen d'une régaleuse en forme de chasse-neige. Le gravillon de soufflage est entièrement récupéré dans une trémie permettant sa mise en tas au point choisi dans l'entrevoie. Les détritus de criblage sont évacués par un transporteur orientable sur le côté de la voie, mais ils pourraient également être chargés sur un wagon suivant la machine. Un groupe électrogène de 120 chevaux fournit le courant nécessaire à l'alimentation des moteurs électriques qui actionnent tous les organes de cette puissante machine de 120 tonnes. Malgré son importance et la complexité apparente de son mécanisme, un effectif de 6 hommes seulement suffit pour mener à bien son travail de dégarnissage-criblage, dont l'avancement horaire peut varier entre 100 et 250 mètres selon la profondeur de la fouille.
Travaillant comme les précédentes sur voies non exploitées, la dégarnisseuse Seco n'engage pas le gabarit, permettant ainsi les circulations en voie unique temporaire. La voie elle-même, si bien entretenue soit-elle, n'échappe pas à l'usure et doit être renouvelée complètement de temps en temps. Le matériel de dépose et de pose collet-loiseau que l'on utilise ici est très simple. Des portiques munis chacun de 2 treuils pouvant soulever 1000 kg se déplacent au-dessus de la voie sur un chemin de roulement constitué par des rails légers. Des éléments de voie entiers correspondant à la longueur d'un rail, ainsi soulevés, sont évacués vers l'avant du chantier où ils seront posés sur des petits chariots appelés dipleries et de là dirigés sur un chantier de démontage. Dans un mouvement inverse, d'autres portiques utilisant le chemin de roulement apportent au-dessus des brèches les éléments de voie neufs. Ceux-ci, chargés eux aussi sur des dipleries et constitués en un véritable train, parviennent d'un chantier de montage installé dans une gare voisine où ils ont été préfabriqués. Un tel procédé permet d'exécuter la substitution complète de 80 mètres de voie à l'heure avec un effectif d'une vingtaine d'hommes. Sur ce chantier où règne une activité ordonnée et minutée, sont montés les éléments de voie neuve qui tout à l'heure seront dirigés vers le chantier de pose, utilisant un procédé dérivant du procédé collet-loiseau et perfectionné par la région sud-ouest de la SNCF, notamment pour l'utilisation d'un matériel moderne de transport et de manutention. Les traverses réparties sur la voie de montage sont mises en place avant de recevoir le petit matériel nécessaire à la fixation de la voie moderne. 2 portiques de 8 mètres de portée, munis de palans électriques de 5 tonnes, servent à la manutention des rails qui, sans aucun effort de la part du personnel, vont prendre contact avec les traverses. Le tire-fenage mécanique entre en action après équerrage et vérification du travelage. On poursuit le montage des éléments de voie qu'on appelle des longueurs. Prêtes au transport, elles vont être chargées sur des véhicules spéciaux appelés couplages, composés d'un châssis et de 2 bogies. L'attelage est classique, mais un couplage sur 2 est freiné à l'air comprimé et possède réservoir auxiliaire, triple valve, conduite, etc. Ce qui va permettre d'acheminer rapidement vers le chantier de pose les longueurs que l'on charge ici à l'aide des portiques électriques. Chaque couplage va recevoir 3 longueurs superposées qui seront solidement fixées au droit des 2 bogies et en son milieu. Conçus pour transporter des longueurs normales de 18 mètres, ces engins peuvent être allongés jusqu'à 24 mètres avec un cadre intermédiaire fixé par éclissage. Cette nouvelle conception du transport des longueurs permet d'acheminer celles-ci rapidement et en toute sécurité vers les chantiers de pose qui, en progressant, peuvent s'écarter beaucoup plus loin du chantier de montage. Ce dernier peut donc être confortablement installé pour une longue durée dans un endroit pratique et facilement accessible et fournir un renouvellement de 100 à 120 km de double voie.
Le train de longueur arrive sur le chantier où va avoir lieu la substitution de la voie. Deux couplages vides, amenés par le train, sont destinés à recevoir les premières vieilles longueurs déposées. Aussitôt le matériel en place, la dépose commence. Elle s'effectue ici avec l'aide de portiques dont l'armature est tubulaire. Ces engins, munis de moteurs à essence pour la commande de leurs palans, se déplacent sur un chemin de roulement auxiliaire installé le long de la voie à renouveler. Répétant ici le travail des grands portiques du chantier de montage, ceux-ci arrachent et chargent aisément sur les couplages les éléments de la voie ancienne. Sommairement nivelé à la main, le ballast va recevoir la voie neuve. Et tandis que se continuent les opérations de dépose, le chantier de pose proprement dit, suivant pas à pas, si l'on peut dire, va combler les vides par les éléments constitués amenés à pied d'œuvre par le train de couplage. Deux portiques identiques à ceux de la dépose entraînent tour à tour les longueurs vers leurs emplacements respectifs. Rapidement posées, les longueurs sont provisoirement éclissées pour permettre l'avancement du train de couplage au fur et à mesure de la progression du travail. Chaque couplage, libéré de son chargement, est transporté par les portiques au-delà de la brèche, où il est remis en voie afin de recevoir une charge de vieille longueur. Immédiatement réemployés, les couplages formeront, en fin de coupe, un train de voie ancienne. Acheminés vers le chantier de montage, les vieilles longueurs seront déchargées et démontées sur un emplacement réservé à cet effet, ce qui permet d'utiliser de façon rationnelle le matériel de transport et d'alimenter régulièrement les chantiers. C'est dans les emprises d'une petite gare provinciale que sont installées ici 4 voies de garage qui servent de banc de montage à de nouveaux éléments de voie équipés cette fois de traverses en béton. Une grue munie d'un dispositif spécial prélève à chaque fois du stock de traverses 6 de celles-ci et va les déposer sur l'aire de montage. Rapidement dégagées, les traverses vont être mises en place, chacune au droit d'un repère tracé sur l'échelle de montage. Et puis, ce sont les opérations rituelles et communes à tous les chantiers. Le ripage à la pince, qui assurera un parfait alignement,
Ensuite, la disposition sur les traverses du petit matériel de fixation du rail, selles, crapauds élastiques, boulons, etc. Bien alignés et équipés, les traverses vont recevoir leurs inséparables compagnons, les rails. Et les barres d'acier longues de 18 mètres, guidées par quelques hommes, viennent se poser sur les traverses. Enfin, toujours dans le cadre du coma, la trépidante tire-phoneuse mécanique fait son office. Des lorries spéciaux vont servir au transport des longueurs montées. Possédant une plateforme mobile, ils joueront tout à l'heure le rôle de bogies dans le voyage vers le chantier de pose. Les portiques à vérins hydrauliques, qui caractérisent le procédé Dequesne et Giral ici employé, vont entrer en scène, amenés sur deux chemins de roulement établis de part et d'autre de la voie de montage. Ces appareils, simples de ligne et relativement légers, possèdent une force surabondante et 2 hommes suffisent pour soulever les 8 tonnes de ces longueurs armées de traverses en béton. Ainsi élevée, la première longueur va être descendue sur les lorries que l'on a rapidement roulées en dessous. Après avoir été déplacés au-dessus de la seconde travée montée, les portiques soulèvent celle-ci pour permettre le passage du premier élément placé sur le riz et sur lequel elle reposera durant le voyage. Ainsi se constitue le chargement pour le transport de 500 mètres de voies nouvelles qui vont être acheminées vers le chantier de pose. Propulsé par des voitures automobiles équipées pour ce genre de traction, le train de voie de 200 tonnes quitte l'atelier de montage. Installés sur des plateformes, les 2 portiques qui vont servir à la pose accompagnent le convoi. Les longueurs ne sont reliées entre elles que par la file de rail définitivement fixée aux traverses. L'autre fil n'a été au montage que légèrement serré, ce qui permet un léger jeu entre le rail et les traverses, facilitant ainsi avec les plateformes mobiles des lorries l'inscription du convoi dans les courbes à faible rayon. Pendant que roule le train de longueur vers le chantier de renouvellement, sur celui-ci on procède à l'évacuation de l'ancienne voie. Cette opération est réalisée avec des portiques qui, pour être semblables à ceux du montage, offrent la particularité de se passer d'un chemin de roulement, leur base reposant directement sur le sol. Cet appareil nouveau venu, appelé ski ou plutôt luge, poussé par une chenillette, se glisse sous la longueur soulevée par les portiques. 2 lorries sont roulées sur le ski dont la partie supérieure est munie de rails. Posée sur les lorries, la travée va servir de point d'appui au portique pour se déplacer. Ainsi chargée, la longueur est attelée au train d'éléments de vieille voie déjà constitués, qui, après avoir avancé, s'arrêtera au-dessus de la prochaine longueur à déposer, afin de permettre au portique de reprendre contact avec le sol. La première charge évacuée,
les portiques vont enlever une seconde longueur qui sera de nouveau remplacée sur le ballast par la luge. Après refoulement du train, la première longueur posée sur le riz viendra se placer sous la travée soulevée afin de l'y recevoir. Un bulldozer égalise rapidement le ballast, maintenant nu et prêt à recevoir la voie nouvelle. Pendant que l'on procédait à l'enlèvement de la voie ancienne, le train de longueur neuve est arrivé sur le chantier de pose. Sans perdre un instant, le personnel s'est mis à l'œuvre et des longueurs ont déjà été posées. Le système mécanique employé ici est exactement le même, mais inversé, que celui utilisé pour la dépose. On y retrouve d'ailleurs un matériel identique. Les prochaines longueurs à poser sont engagées sous les portiques qui, se soulevant à l'aide de leurs vérins hydrauliques, prennent appui sur la longueur supérieure. Le train de voie s'avance et pousse sur la luge le chargement de deux longueurs supportant les portiques. La base des portiques va prendre contact avec le sol et la longueur supérieure soulevée. Reposant toujours sur les loris, la longueur inférieure est ramenée en arrière pour libérer la luge. À son tour, la luge entraînée par la chenillette va dégager l'emplacement où va reposer la longueur supérieure. Les articulations des parties mobiles des portiques, agissant comme un balancier, permettent sans aucun effort pour les hommes le ripage longitudinal de la longueur qui vient s'adapter exactement à la voie précédemment posée. Les mâchoires des portiques relevées, le train avance de nouveau, poussant la longueur inférieure sur l'élément de voie posé. Avancée sur la luge et munie des portiques, cette seconde travée va être posée dans les mêmes conditions que la précédente. Puis la luge est de nouveau escamotée, mais cette fois avec les loris, qui, libérés de leur charge, vont être déposés sur le bas-côté. Ainsi va se poursuivre et se répéter sur toute la coupe ce travail simple en soi qui assure la pose méthodique de 220 mètres de voie à l'heure, c'est-à-dire une longueur toutes les 5 minutes, avec seulement un effectif d'une dizaine d'hommes. Inévitablement, puisqu'il s'agit encore ici d'un renouvellement, un train de longueur de voie préfabriqué monte vers un chantier de pose. Il est suivi cette fois par cet engin quelque peu surprenant pour les profanes qui, tout à l'heure, va jouer sur le chantier son rôle de premier plan. La poutre Drouhard, puisque tel est son nom, est munie d'un groupe électrogène comportant un moteur diesel propulsant une génératrice qui fournit le courant continu de 220 volts nécessaire à l'alimentation de ses organes électriques, assurant son déplacement et le fonctionnement des divers appareils indispensables à son travail. Du poste central, un seul homme commande ce robot du rail. Le chariot mobile électrique, se déplaçant sur toute la longueur de la poutre, vient saisir par les griffes de ses palonniers une première longueur, amenée par le riz, qui va être dirigée par ses soins vers le ballast privé de la voie ancienne. Soulevé, le nouvel élément de voie est littéralement avalé par la machine. Disparaissant pour un court instant dans le corps de l'engin,
il va réapparaître porté et arrêté avec précision au-dessus de la plateforme préparée pour le recevoir. Dans le même mouvement, la longueur est descendue. Elle est immédiatement prise en charge par des hommes qui procèdent à son raccordement à l'élément précédent. Un éclissage rapide est exécuté grâce à ces appareils ingénieux. De sa cabine, le conducteur renvoie vers l'arrière le chariot porteur et fait avancer la machine jusqu'à l'extrémité de la nouvelle longueur posée. De son côté, la rame d'éléments de voie a progressé pour présenter aux mâchoires des palonniers la longueur suivante à utiliser. Rapide et leste, la machine enlève sans effort apparent ces 5 tonnes d'acier et de bois dirigées avec souplesse vers leur emplacement. Lorsque l'on a posé tous les éléments de voie chargés sur 2 loris, ceux-ci sont évacués sur le bas-côté à l'aide d'une petite grue installée à l'extrémité arrière de la poutre et commandée du poste central. Ainsi se poursuit le travail de la poutre de pose de voie, absolument autonome, pouvant se déplacer sur les voies à la vitesse de 30 km à l'heure. Elle peut être adaptée à tous les gabarits sans gêner la circulation sur la voie parallèle et permet d'assurer des renouvellements à une cadence journalière importante, même avec les intervalles relativement faibles, forcément observés sur les lignes à grand trafic. La mécanisation a aussi touché depuis longtemps déjà la distribution du ballast neuf. Grâce à des vannes manœuvrées par des leviers, celui-ci est déversé en cordon au milieu de la voie et latéralement. Ce train de wagon double Talbot à déchargement automatique, dont on voit ici un élément, autorise le transport de 44 mètres cubes par couplage de 2 éléments. Par commande individuelle, sur la voie ou bilatéralement, le ballast a été distribué en quantité voulue. Dernier né dans le genre, issu de recherches dans le domaine de la technique du transport et du déchargement du ballast, le wagon Arbel est muni d'un dispositif à commande pneumatique manœuvrant les vannes d'évacuation. Dans le prototype ici présent, la charge normale est de 45 tonnes. Provisoirement, 35 mètres cubes peuvent être chargés dans la caisse qui, après modification, verra sa contenance augmenter d'environ 8 mètres cubes. Voici venir maintenant un petit engin qui, modeste par sa taille, n'en est pas moins efficace quant à son rendement. La boureuse automatique Matisa exécute la constitution immédiate sous les traverses de moules homogènes et compacts grâce à 2 châssis mobiles portant chacun 8 outils qui, pénétrant verticalement dans le ballast, vibrent sans discontinuer à une cadence de 30 vibrations par seconde. Tous les éléments du ballast sont comprimés et s'imbriquent en une mosaïque dépourvue de vide. Après avoir reçu les soins nécessaires absolument indispensables à leur bon comportement, les voies neuves ainsi posées et traitées, succédant à leurs aînés, pourront pendant de longues années continuer la tradition du rail et guider avec assurance et sécurité les milliers de convois
qui emprunteront leur chemin de fer.